Lourdin, je suis déléguée générale du S3 Pays PACA, qui est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Cette association elle est particulière parce qu'elle est partagée entre tous les acteurs, qu'ils soient associations, collectivités, industriels, représentants des salariés ou État. Ce qui veut dire qu'on n'est pas plus État qu'industriel, que collectivité, on est tout le monde à la fois. Donc notre rôle, et ça, c'est vraiment là très important, c'est vraiment uniquement faciliter les échanges entre les uns et les autres. On n'est pas association de défense de l'environnement. On est là pour faire de la concertation, pour offrir des espaces de dialogue et d'échange. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire qui fait partie du dispositif réponse, qui s'articule dans la démarche réponse. Et la réponse, c'est simple, c'est apporter des réponses aux attentes et aux préoccupations des habitants du territoire de l'étang de Berre, donc l'arrondissement d'Istres, sur leurs préoccupations en termes de qualité de l'air ou de pollution de l'air. Donc l'objectif de ces webinaires que l'on organise comme aujourd'hui, c'est vraiment de discuter plus précisément d'une réponse apportée par un des acteurs engagés dans la démarche. Et ça, dans le cadre d'un rendez-vous mensuel qui a lieu tous les derniers mardis du mois, sauf aujourd'hui, évidemment, et qui a lieu en virtuel. Donc, pourquoi on le fait aujourd'hui? Juste petite parenthèse, parce que hier, il y avait une grosse réunion du COPIL PPA, qui est vraiment dans le sujet, donc ça bloquait tout le monde. Voilà. Donc, ces webinaires, comme aujourd'hui, rassemblent aussi bien des acteurs que des citoyens, donc des acteurs qui viennent par intérêt professionnel et des citoyens qui viennent par curiosité, envie d'apprendre. Donc, je vous remercie tous là aujourd'hui. Petite dernière précision, c'est que les sujets de ces webinaires tournent de façon à faire parler chacun des acteurs. Donc, on a aussi bien des industriels que l'État, que les associations, que les experts comme aujourd'hui qui viennent expliquer leur action. Donc, aujourd'hui, nous revenons sur une attente exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre. Cette attente, c'était quel air respirons-nous, et plus particulièrement sur les particules. Et donc, la demande était d'avoir des informations sur les particules ultra-fines. Donc, c'est un sujet qui est éminemment complexe et Sébastien va nous en dresser les grandes lignes. Donc, Sébastien Mathieu, qui est chargé d'action territoriale Bouches-du-Rhône pour les thématiques industrie et acteurs économiques notamment, et aussi chargé d'action territoriale pour les départements alpins. Donc, c'est un expert de la mesure de la qualité de l'air puisqu'il est donc dans Atmosud. Alors, je ne reviens pas, mais Atmosud, c'est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Il y a une association par région en France. Petit dernier point pratique sur les modalités, 20 minutes de présentation par Sébastien et ensuite 30 minutes de questions-réponses sur le sujet des particules ultra-fines. Et enfin, c'est enregistré. Ça devrait être disponible, si tout va bien, sur la chaîne YouTube. Si vous ne souhaitez pas apparaître, coupez la caméra. Voilà. Les questions, ce sera donc à la fin. Et vous pouvez par contre, dès à présent, si vous craignez l'oublier, les mettre dans le chat. On y reviendra de toute façon. Et on les prendra dans l'ordre indiqué par les mains levées. Voilà. Si vous avez des problèmes techniques, c'est Shirley. Shirley, petit signe. Merci. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Sébastien pour ce sujet des particules ultra fines, qui est vraiment un sujet qu'il faut prendre le temps de bien comprendre et d'expliquer. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Mathieu, effectivement, je travaille à Atmosud. Alors, tu l'as dit, je le redis très rapidement, un organisme, un observatoire de la qualité de l'air en région, un organisme agréé par les ministères pour mener à bien le suivi de la qualité de l'air dans ce territoire, la région. Ça fait 50 ans qu'on est sur les bords de l'étang de Berre à surveiller. Moi, j'y participe à cette surveillance depuis de nombreuses années, pas 50 ans, mais de nombreuses années quand même. De rappeler que notre organisme, il a effectivement, comme tu l'as dit, Gwen, le même structure partout en région, des organismes comme nous, et on est épaulé en appui technique par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, dont l'INERIS fait partie. Et là, je salue Aurélien Eustache, là, que je vois. Ouais. Bonjour, qui nous épaule. Ouais, bonjour Aurélien, et je sais que le thème, il me semble que ton thème de prédilection, c'est justement les particules ultra fines. Alors, j'étais pas aux journées interréseau, mais j'ai vu ta présentation. Bon, bref,
je vais moi donc vous parler des particules ultrafines et comme tu l'as dit Gwen, en lien avec une action que l'on a mise dans le projet Réponse qui est surveiller des particules ultrafines en continu sur la zone de l'étang de Berre. Et donc je vais vous montrer ce que l'on a mis en place dans ce territoire pour justement apporter un élément de réponse à cette attente de surveiller les particules ultrafines. C'est bon Gwen, ça passe? Allez. Alors, je vais juste... Moi, ce qui m'inquiète, c'est le passage des diapos. Je te dirai s'il y a un problème. Pour l'instant, on voit celle du titre. La On a deuxième. la deuxième. Allez, c'est bon, alors c'est parti. Donc, particules ultra fines sous haute surveillance. Et donc, particules ultra fines, vous entendrez souvent le terme de PUF. Je l'emploierai moi également, PUF, particules ultra fines. Alors, de rappeler que les particules dans l'atmosphère, il y en a tout le temps. On respire un aérosol qui est constitué de gaz et de particules. Et pour ce qui est des particules, alors là, ce graphe, on va le lire en partie haute avec la fourmi à gauche qui représente ce que sont quelques millimètres. 10 millimètres, et plus on va vers la droite, et plus on descend en diamètre de particules, et donc les microparticules autour des 100 micromètres, 10 micromètres, 2,5 micromètres. Je ne sais pas si je peux mettre ma souris sur l'écran. Ça marche, Gwen, là? Normalement, oui. Attends, vas-y. Oui, oui, on la voit très bien. Allez, OK. Et donc, plus on descend et plus on va dans le petit. Et donc, à un moment donné, on laisse tomber le micromètre pour rentrer dans le nanomètre. Et c'est là où voilà, se situent les particules ultra fines. Alors, je vais vous en parler un peu plus bas, mais de la fourmi, on est passé au diamètre du cheveu, à la cellule, aux bactéries, aux virus, et ainsi de suite. Les 4 lignes bleues qui sont en dessous parlent de ce qu'il est dit, par exemple, la ligne au-dessus de particules inhalables, c'est celles qui sont comprises entre pas grand-chose jusqu'à 10 micromètres. Je parle de diamètre de particules. Alors bien sûr, elles ne sont pas toutes rondes, ces particules, mais on fait des approximations de diamètre. Donc les particules inhalables, c'est toutes celles inférieures à 10 micromètres. Les particules dites fines sont celles qui sont inférieures à 2,5 micromètres, donc même les toutes petites. Et puis les PM1 aussi, vous en entendrez souvent parler, des particules autour de 1 micromètre. Et enfin, les particules ultra fines dont on parle, ben finalement, on va les qualifier de particules ultra fines en dessous de 100 nanomètres. Donc 100 nanomètres et en dessous, 50 nanomètres jusqu'à 10 nanomètres, tout ça, ce sont des particules ultra fines et c'est de celles-là dont on va parler. De rappeler que la réglementation en air ambiant, au jour où l'on se parle, elle parle surtout de concentration en masse des particules. Donc, elle impose la surveillance des PM10 comme des PM2,5. Alors, inférieur à PM10, inférieur à PM2,5, mais de les peser. Elle demande à les peser. Et du coup, ces informations en masse de particules PM10 ou en masse de particules PM2,5, forcément, elles donnent la part belle aux particules relativement grosses. Par exemple, sur les PM10, quand on mesure des particules inférieures à 10 micromètres, c'est surtout les PM10, les PM9, les PM8 qui vont constituer la masse et pas les particules ultra fines qui sont prélevées au moment où je mesure les PM10. Donc, finalement, cette information en masse donne la part belle au PM10 d'une part et au PM2,5 d'autre part et néglige un peu les particules très fines. La réglementation demande aussi à ce que l'on pèse les particules, mais qu'on les qualifie en chimie aussi. Donc, il y a des analyses qui sont engagées chaque année sur la frange des PM10 en métaux ou en chapé. Donc, on détermine à Fos, à Port-de-Bouc, à plein d'endroits, à Marseille, la quantité d'arsenic, de cadmium que l'on retrouve dans ces particules. Et de cet arsenal réglementaire qui existe, beaucoup de gens trouvent qu'il y a un manque. Et il y a un manque, et donc il est important de combler ce manque en apportant une information en nombre, cette fois, et plus en masse, sur les particules de taille toute petite. Donc, combien y a-t-il de particules ultra fines quand je respire l'air, en plus de la masse des PM10 et des PM2,5 ? Hop. Et donc, pour apporter... Alors, pourquoi finalement se focaliser sur les particules ultra fines? Parce qu'il y a des acteurs de santé, l'ANSES par exemple, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'alimentation et l'environnement, qui a dit, il y a quelques années de cela, à partir de plein de revues littéraires et scientifiques qui ont été faites par-delà le monde, que il y a des effets avérés en termes de santé liés à l'ingestion, à l'inhalation même de particules dans l'air ambiant, dont les particules ultra fines. Pour faire simple, les particules dont je vous ai parlé tout à l'heure, PM10, PM2,5, elles vont principalement affecter l'appareil respiratoire
Et ces particules ultra fines, elles vont elles aussi perturber l'appareil respiratoire, mais elles sont tellement petites qu'elles vont passer dans le sang, et franchir donc des barrières naturelles du corps, rentrer dans le sang et une fois être présentes dans le sang, elles vont potentiellement affecter le cardiovasculaire. Donc il y a assurément de la dangerosité autour de ces particules ultra fines et il convient du coup de s'en préoccuper. Pour autant, et il faut garder ça à l'esprit, au stade où on se parle, même si l'ANSES et d'autres acteurs ont dit qu'il convient de surveiller ces particules ultra fines, il n'y a pas encore un cadre réglementaire bien calé. Même si des choses se précisent là, jour après jour, par exemple, il n'est pas précisé clairement, encore jusqu'alors, sur quelle frange granulométrique il va falloir mesurer. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, ça commence, les particules ultra fines, c'est 100 nanomètres jusqu'à rien, quoi, jusqu'à très peu. Est-ce qu'on va nous demander à mesurer de 90 nanomètres jusqu'à 10 nanomètres ou de 20 jusqu'à... Bon, bref, c'est pas encore bien clarifié, bien que il y ait un espèce de consensus pour se dire qu'il va falloir commencer à mesurer à partir de 10 nanomètres. Vraisemblablement, on va devoir tous mesurer à partir de 10 nanomètres et après mesurer jusqu'à, en englobant les 100 nanomètres, ça c'est sûr. Il n'est pas à ce stade précisé encore quelles sont les valeurs réglementaires, c'est-à-dire valeurs de santé, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas dit il faudra respecter tel niveau sur une heure ou tel niveau sur une journée, même s'il commence à y avoir des valeurs qui circulent à l'OMS, notamment, s'est prononcé un peu sur quelques grandes lignes. Bon, en tout cas, tout état de fait, pour l'instant, tant bien même nous mesurons, et c'est le cas, des particules ultra fines, on ne va pas parler de dépassement de seuil, puisqu'ils ne sont pas encore bien arrêtés. Et du coup, les résultats d'Atmosud et ceux des différentes associations, avec l'INERIS et tous ces gens-là, bon bref, on va participer sans doute à éclairer ce sujet et à faire en sorte qu'assez bientôt, il y ait des règles communes de qu'est-ce qu'il faut mesurer et quels sont les seuils qu'il méritera de respecter. Alors, les particules ultra fines, vite fait, leur origine. Alors, je survole un peu le sujet, hein, je ne vais pas rentrer dans chacun des slides en détail, mais voilà. Sachez que l'origine des particules ultra fines qu'on retrouve dans l'air, eh ben, elles sont, comme pour pas mal de polluants, d'origine diverse. Il y a la nature, il ne faut pas l'oublier aussi, hein, que des sources naturelles sont en capacité à produire des particules ultra fines qu'on va retrouver dans l'air. Des pollens, c'est plutôt un peu gros, mais ça reste aussi dans les particules ultra fines, des sels marins, des fumées de combustion volcaniques et autres. Et puis après, on va surtout pas négliger notre action à nous. Il y a aussi beaucoup de particules ultra fines qui viennent de nos activités humaines, de combustion, qu'elles soient de nos moteurs de véhicules, d'industrie, de bateaux et autres. Bref, il y a autour des combustions que nous réalisons, assurément des particules ultra fines qui rentrent dans l'atmosphère. Il ne faut pas oublier le numéro 2, là, le 2 que je vous parle, c'est qu'il y a des sources primaires que je viens de vous parler. Ça sort directement d'un volcan, ça sort directement d'un pot d'échappement. Et puis, il y a des sources que l'on appelle secondaires, c'est-à-dire que finalement, à partir de polluants primaires, particulaires ou gazeux d'ailleurs, va se former un aérosol secondaire, des particules secondaires. Donc, elles ne sont pas émises directement d'un pot d'échappement, par exemple, mais la recombinaison de gaz va pouvoir fabriquer des particules ultra fines. Donc, il y a des sources primaires que l'on nomme, et puis il y a de la fabrication dite secondaire. Et tout cela, on fait des particules que l'on retrouve dans l'atmosphère. Alors, les surveillances des PUF, les particules ultra fines en région sud, nous avions, nous, Atmosud, commencé autour des temps de Berre, par exemple, en 2006, ici, à la MED, avec l'INERIS, il me semble, à ces moments-là. Déjà, on avait obtenu des matériels de leur part pour évaluer un peu ce qu'il y avait à la MED. Mais on était resté relativement, pas très longtemps, un mois ou deux. Puis à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en 2011, là aussi, on était resté 2 mois, ainsi de suite. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'on ne commence pas non plus aujourd'hui, ni hier, quoi. Ce n'est pas en 2020 qu'on a commencé la surveillance. On l'a, nous, Atmosud, structuré autour des années 2014-2015, avec un gros problème, c'est que en ces différents lieux, nous avons déployé des matériels qui ne mesuraient pas la même chose. Pas la même granulométrique, par exemple. Certains matériels commençaient à compter à partir de 20 nanomètres, certains à partir de 10, certains à partir de 7. Bon, tant pis, on n'a pas pu comparer un site par rapport à un autre, mais on a malgré tout appris. Et de ces informations préliminaires, finalement, on a pris le parti en 2020, 2019-2020, que de demander une aide financière à plein d'organismes, et l'ADEME notamment, pour acquérir un matériel qui faisait consensus
un matériel qui fait consensus dans le groupe de travail des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, GT-ASCA, piloté par le SQA. Donc, comme je vous l'ai dit, l'INERIS, le LNE, qui constitue et l'école des mines de Douai, quoi, ça s'appelle plus comme ça, mais peu importe, qui constitue le SQA, nous ont orientés sur un choix d'un matériel. C'est celui-ci, un compteur de la marque Palace, bon bref, qui va donner une information en nombre de particules et sur une gamme qui s'étend de 7 nanomètres jusqu'à 2,5 micromètres. Mais en tout cas, voilà, le matériel a fait consensus. Nous nous en sommes dotés, nous, à Atmosud, et on a notamment investi en 2019-2020 4 compteurs pour les déployer dans la zone de l'étang de Berre, et je vais vous montrer où ils ont été mis. Et nous avons en 2022 acquis 3 autres nouveaux matériels qui, eux, vont aller à Nice, ville, à Marseille-Ville et à Marseille en proximité de trafic routier. Du coup, depuis 2000, on a acheté ces matériels en fin 2020, quoi, on les a positionnés en fin 2020, et donc, depuis 2021, dans la zone de l'étang de Berre, nous avons 4 matériels qui mesurent en continu les particules ultra fines de 7 nanomètres jusqu'à 2,5 micromètres. Un se trouve alors à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le plus à l'ouest, puis Fos-sur-Mer, Port-de-Bouclalec. Alors, on a remplacé à Port-de-Bouclalec l'ancien matériel que nous avions par ce nouveau, et puis Rognac et Barjaquet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le secteur, ces 4 lieux encadrent des grandes plateformes industrielles. Par exemple, entre Port-Saint-Louis et Fos, il y a la grande zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer. À côté de Port-de-Bouclec, il y a la grande zone de l'Aveyra, de Martigues-l'Aveyra. Et puis du côté de Rognac-Barjaquet, il y a la grande zone pétrochimique de Berre-l'Étang. Alors, ce n'est pas les seules sources que l'on vise, parce on a aussi dans ce territoire du trafic routier, des avions, des bateaux, mais on a voulu rapidement documenter la proximité de ces grandes sources industrielles. Et donc, comme je le disais, en 2022, nous sommes venus rajouter, pas dans ce territoire d'étang de Berre, mais juste à côté, en Marseille-Ville, un matériel, puis à Nice-Ville. Et enfin, en tout début d'année, nous avons mis en proximité routière à Marseille-Rabateau un matériel de ce même calibre. Et en un endroit intéressant aussi, très loin de toutes nos sources humaines anthropiques, à Saint-Michel-l'Observatoire, donc c'est c'est vers Manosque, là au-dessus de Manosque, donc un lieu éloigné de nos sources pour regarder les niveaux en PUF que nous trouvons en ce territoire très éloigné d'industrie, de routes, même de chauffage et autres. Sachez tous que les mesures faites par Atmosud sont en ligne. Vous les trouvez sur notre site internet sur nombre de particules. Il est possible que de regarder les valeurs heure par heure. Il est possible que de regarder les moyennes journalières que nous avons obtenues. Il y a possibilité de regarder un historique et tout ça. Bon, bref, elles sont accessibles à tous. Et après, nous faisons et nous allons poursuivre à faire des rendus écrits de nos observations. On a déjà fait en 2022 le bilan annuel 2021 de nos observations. Alors, ça parle de SO2, d'ozone, de benzène, de métaux et autres, et ça parle de particules ultra fines. Je vais vous donner quelques lignes, quelques grandes lignes de nos observations. Ces courbes-là que vous voyez devant vos yeux sont pour chacun des lieux, alors les 4 sites d'étang de Berre, Port-Saint-Louis, Port-de-Bouc, Fos, Rognac, mais également la ville de Nice et la ville de Marseille. C'est une journée moyenne de pollution aux particules dans ces différents lieux, et c'est sur l'année 2022 que je l'ai établi. Donc toute l'année 2022. Alors, j'ai mis 10 nanomètres, je me suis trompé, je suis désolé. Ici en haut, c'est pas 10, c'est 7 nanomètres. Hop là, je suis allé vite. Mais je sais pourquoi j'ai fait cette erreur et je vous en parlerai tout à l'heure. C'est qu'on s'oriente progressivement à laisser tomber finalement l'observation à partir de 10 nanomètres, mais on s'oriente prochainement, et là déjà on a commencé à caler nos matériels pour qu'ils commencent le comptage à partir de 10 nanomètres pour être en phase avec tout ce qui va se faire au niveau national. Bref, pour autant, ça montre une moyenne des journées de pollution en ces différents lieux. Alors, je vais vous le faire simple, mais on va regarder des chiffres après. Notre territoire d'étang de Berre, Port-Saint-Louis, Fos, Rognac, mince, décidément, et à chaque fois, il me dégage la slide. Voilà. Sont des lieux où finalement on baigne moins, je vais le faire comme ça, on baigne moins tout au long d'une journée dans des particules ultra fines, on baigne moins qu'on ne baigne dans des villes comme Marseille et Nice, où dès le réveil, puis quand l'activité se met en place de voitures, de chauffage, tout ça, puis le soir,
Bref, ces lieux de ville, de grosses villes, finalement, observent des niveaux plus élevés en chronique que nous ne l'observons dans le territoire des Temps de Berre. Alors, je vais l'illustrer avec des chiffres. Alors, pour parler pour illustrer les niveaux de polluants que l'on mesure, et notamment de particules ultra fines, je vais souvent avoir recours à ce genre de diagramme. Ça s'appelle des box plots, des boîtes à moustaches. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, cette boîte à moustaches orange, elle va parler éventuellement de la répartition des niveaux mesurés sur une année. Elle va nous dire quelle est la valeur maximale enregistrée, quelle est la deuxième valeur maximale. Bon, les valeurs maximales. Dans le rectangle orange se situeront 50% des données de l'année. Donc, elles se trouvent toutes là-dedans, les 50% des données. Puis, il y a des maximales en haut, puis il y a des minimales en bas. Et puis, il va y avoir une valeur médiane qui sépare l'échantillon en deux parties, une moitié supérieure, une moitié inférieure. Bref, souvent, c'est une bonne illustration pour représenter les différents lieux. Par exemple, cette fois, je reviens en 2021. 2021, première année d'observation de notre territoire d'étang de Berre, où il y avait sur une année Port-Saint-Louis-du-Rhône qui apparaît quand même avec des valeurs bien plus faibles que celles que nous observons à Port-de-Bouclalec, qui elles sont supérieures à celles que nous avons à Fos, qui Fos sont inférieures à Rognac. Bon bref, il y a beaucoup à dire sur tout ça. Ce que l'on retient nous de cette première année 2021 et qui n'est pas démenti en 2022, ni sur ces premiers mois de 2023, c'est que dans le territoire des Temps de Berre, Port-de-Bouc apparaît comme le lieu le plus impacté par ces niveaux de particules ultra fines. Dans les niveaux moyens, dans les niveaux chroniques, voire même dans les pointes, il est le lieu le plus fréquemment concerné par des niveaux en particules ultra fines. Alors, je ne vais pas dire élevé, pas élevé ou je ne sais quoi, parce qu'on n'a pas encore de valeur réglementaire qui nous situe par rapport à cela. Là, ce que je vous ai illustré, ce sont des moyennes journalières. Autrement dit, il y a eu une fois une valeur journalière à 28 000 particules sur une journée. Et puis, 50% des journées sont plutôt autour des 10 000, on va dire, ou 12 000 particules jour. Bref, c'est les premières observations. On a fait aussi des diagnostics sur peut-on parler de cycle mensuel, c'est-à-dire de cycle annuel? Est-ce que finalement, on voulait savoir si, je vous ai parlé des particules secondaires par exemple, et on sait que nous, dans le sud, l'été, il y a de la photochimie qui se met en place avec des niveaux d'ozone très importants, et on sait que pendant qu'il y a des pollutions à l'ozone, il y a aussi des particules secondaires qui se forment. Et donc, on voulait regarder, notamment après 2 ans d'observation, si finalement, en période estivale, juin, juillet, août, nous observions des niveaux plus élevés qu'en hiver. Ce n'est pas le cas. Dans nos territoires, c'est en hiver. Alors ça, c'est la ville de Marseille, mais ça marche aussi pour Port-de-Bouclalec, Fos. Bon, à peu près tous les sites nous montrent que les niveaux de particules ultra fines sont plus élevés dans les périodes hivernales, janvier, février, puis novembre, décembre, plutôt qu'en été. Et je ne dis pas qu'en été, il n'y a pas de particules ultra fines. Il y en a. Et je ne dis pas non plus que pendant les phénomènes d'ozone, il n'y a pas des particules ultra fines. Il y en a. Mais finalement, les niveaux les plus intenses, c'est en hiver que nous les observons. Alors ça rejoint un peu ce que nous disons sur les PM10, les PM2,5, le NO2. C'est-à-dire qu'en hiver, ben, il y a du chauffage en plus de toutes les sources habituelles d'industrie, de voitures, bateaux et autres. Et en plus, en hiver, il y a des considérations météorologiques peu dispersives ou moins dispersives. Il y a souvent, à l'occasion d'anticyclones et tout ça, il y a un couvercle qui se forme au-dessus de nos têtes qui fait que on emprisonne un peu les polluants que l'on émet, ça accumule au niveau du sol. Bref, les particules ultra fines semblent montrer un peu ce chemin-là aussi. Alors voilà, des résultats un peu chiffrés. Tout à l'heure, je vous ai montré les box plots, hein, les graphes qui permettent de situer les uns aux autres. Et puis, on peut faire des tableaux avec des chiffres. Alors, dans ce tableau, il y a une valeur moyenne. Mais oubliez là la valeur moyenne, d'autant plus sur les particules ultra fines, parce qu'il suffit d'une fois d'avoir 400 000 particules pour que la moyenne soit très élevée. Gardons le regard surtout sur la valeur médiane. Par exemple, à Marseille-Longchamp, 12 000 particules en nombre de 7 nanomètres à 2,5 sur une année 2022, ça veut dire que 50% du temps, les Marseillais se sont trouvés à des valeurs supérieures à 12 000 particules. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, 50% du temps, les gens se trouvaient au-delà de 5 000 ou de 6 000 particules. Bref, ces chiffres, il faut les regarder tous, tous, tous. Moi, je vous redis que les deux extrêmes, que sont Marseille-Ville et Nice-Ville,
nous montre des niveaux en chronique, c'est-à-dire des valeurs médianes, même des percentiles 75, c'est-à-dire 75% du temps à Nice, c'est des valeurs autour des, quoi, en dessous des 15 000. Par contre, notre territoire d'industrie, Rognac, Fos, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis, semble être en capacité à mesurer des valeurs de pic plus élevées que ce que nous avons pu voir à Nice et Marseille. Alors, je vais juste m'arrêter sur Fos-sur-Mer en 2022, où il y a eu plus de 44 heures supérieures à 127 000 particules en moyenne sur l'heure. Et de vous dire que j'avais cru rapidement, quand j'avais vu apparaître ces valeurs, que l'on allait mettre en prise les rejets des industries de ce territoire, mais non. Les deux séquences qui ont enregistré ces très fortes valeurs, les deux séquences en janvier 2022 qui ont enregistré à Fos-sur-Mer ces fortes valeurs, à plus de 200 000 particules, sont en lien avec une situation de Mistral nord-ouest établie depuis plusieurs jours et qui, le deuxième jour de Mistral, a vu pendant 2 heures une fois, puis 4 heures l'autre fois, des niveaux très élevés en particules ultra fines s'observer à Fos-sur-Mer. Et pour ceux qui connaissent la zone, ça ne peut pas être les industries de Arcelor, Esso et autres qui se trouvent dans le sud-sud-ouest du capteur de Fos-sur-Mer. Donc ça reste un mystère pour nous. Très honnêtement, on a documenté cet épisode, on n'a pas compris. Toujours est-il que de forts niveaux ont été observés en janvier 2022 à Fos-sur-Mer en situation de Mistral, occasionnant des niveaux très élevés en particules ultra fines sans qu'il n'y ait ni de SO2, ni de PM10, ni de PM2,5. À ce moment-là, il n'y a pas eu d'autres mesures à Fos-Carabin qui nous indiquent qui en est à l'origine. Bon, on va fouiller, on ne l'a pas revu, tout le reste de l'année, on n'a pas revu ce genre de séquence. Après, donc on va oublier ces fortes valeurs et se concentrer sur Port-de-Bouc ou Rognac, qui a quelquefois vu de fortes valeurs, où oui, on a pu vérifier que de grandes sources industrielles, de combustion industrielle, bien sûr, sont en capacité, quand le vent pousse le rejet vers le capteur, de possibilité que de voir de fortes valeurs en particules ultra fines, de fortes valeurs en particules ultra fines. Voilà, donc ça, c'est des observations 2022. Je finis juste sur cette slide-là qui est 2023. 2023, comme je vous l'ai dit en quelques occasions, nous nous apprêtons finalement à transformer nos matériels qui jusqu'alors commençaient à 7 nanomètres pour faire en sorte qu'ils commencent à 10 nanomètres parce qu'il est demandé au niveau national d'homogénéiser nos mesures autour de cela. On a déjà commencé à Fos-sur-Mer à transformer le matériel et à faire en sorte qu'il commence à 10 nanomètres. Le matériel qui a été installé à Marseille-Rabateau, donc très proche du trafic, est lui aussi doté d'un matériel qui commence à 10 nanomètres. Et puis pour les autres, Nice, Rognac, Port-de-Bouc, Marseille et Saint-Michel-Observatoire, nous en sommes encore à commencer à 7 nanomètres, mais nous nous apprêtons vraiment à transformer avec des matériels qui commencent à 10 nanomètres. Entre 10 et 7, combien manque-t-il de particules? Combien il va en manquer, hein, ça c'est sûr que plus on descend bas dans le comptage. Sébastien, on a Oui. perdu tes slides. Ah mince. Alors attends, je vais le Là, fermer. j'ai l'impression qu'on voit ton écran avec Teams, quoi, tu vois. Mais écran noir après, quoi. Ouais, je regarde. J'ai entendu quelque chose. Alors, partager, oui, ça a dû se perdre, d'accord. J'ai entendu tout à l'heure sonner. Bon, j'en étais à la dernière. Regarde, tu la vois ici? C'est bon, on la voit. Alors, elle n'est pas présentée comme les autres, mais peu importe, je vais en rester là. Voilà. Pour l'instant, on a encore un réseau mixte, c'est-à-dire comme 2021 et 2022, des matériels qui commencent à 7 nanomètres et certains qui commencent à 10 nanomètres. Entre 10 et 7, est-ce que ça va changer la donne sur le nombre de particules? Oui, ça va changer Alors, je ne sais pas de combien précisément. Et justement, je crois que l'INERIS, justement, il va faire un travail et puis nous, on va y participer pour apprécier la perte, en gros, qu'il y a entre 7 nanomètres et 10 nanomètres. Il va y avoir un manque, ça c'est sûr. Après, moi j'ai questionné, je me suis demandé pourquoi au niveau national on nous demandait à faire du 10 nanomètres et pas du 7 comme le matériel le permettait. Il semblerait qu'entre 7 nano et 10 nanomètres, les matériels qui nous disent compter correctement comptent pas si correctement que cela. Alors qu'à partir de 10 nanomètres, il y a des certitudes sur le fait qu'ils comptent convenablement. Donc voilà, on s'est entendu tous au niveau national à commencer à 10 nanomètres. Ce que je vous montre sur 2023, là, vite fait,
mesuré à Saint-Michel l'Observatoire, c'est-à-dire à Vermanosque, très très loin de toutes nos sources de ports, d'industrie et de grands bassins urbains, eh ben, c'est mesuré des 2000 particules, des 3000, des 7000 ou des 8000 au bout du monde, quoi, apparemment, hein, et ça fait 3 mois. Alors là, je vous fais un bilan sur janvier, mais j'ai regardé février et mars. Ça ne déroge pas à ce que je vous montre là, c'est-à-dire à Saint-Michel l'Observatoire, on a des niveaux que je vais qualifier de faibles, notamment au regard de 15 000 à Marseille, 16 000 ici, 9 000 là. Et aussi, deuxième sujet, de dire que quand on a positionné un matériel comme on l'a fait à Marseille-Rabateau, à côté du trafic routier, c'est là aussi avoir en quasi-permanence des niveaux très importants. Des 80 000, des 90 000 particules sur les moyennes heures. On a très, 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 très régulièrement ça. Donc, du coup, je vais vous faire un résumé. Être loin de toute source anthropique dans la colline à Saint-Michel Observatoire, c'est assurément avoir nettement moins de particules ultra fines que partout ailleurs en région. Être dans des grandes villes et même dans un niveau de fond comme Marseille-Longchamp, un parc au milieu de Marseille sur un petit promontoire, ou à Nice, assez baigné dans des particules ultra fines relativement fréquemment, et se trouver et être en proximité routière comme à Marseille-Rabateau, là, c'est par contre, c'est assurément être en permanence dans des forts niveaux en particules ultra fines. Et après, se trouver dans nos territoires d'industrie, c'est de façon chronique des niveaux relativement modérés, mais effectivement, parfois, et notamment lorsque le vent souffle des industries vers les lieux, avoir des élévations en particules ultra fines. Oui, on l'a vu assurément, et on va mieux le documenter par écrit pour afficher des chiffres de fréquence et tout ça. Mais on le voit déjà sur les graphes, c'est que ce soit à Port-Saint-Louis, à Rognac, à Fos et tout ça, la présence des panaches industriels en ces lieux n'est pas si fréquente pour entacher durablement ni la médiane ni le percentil 75, mais il y a assurément des pics, des pointes. Voilà, bon, je vous ai donné les grandes lignes. Je suis prêt à répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup, Sébastien. Merci aussi pour ce résumé très, très clair qui montre bien qu'il faut avoir une vision nuancée de ces décomptes des particules et qu'il y a à la fois du bien et du pas bien partout, quelque part. Donc, je note aussi quand même, j'avais noté qu'il y a 4 sur 7 matériels qui sont placés autour de l'étang de Berre. Donc, la région, Oui. enfin, le pourtour de l'étang de Berre est quand même très, très bien surveillé. Qu'il n'y a pas encore de valeur limite ni de seuil. Donc là, on est simplement sur des comparaisons ou des évolutions, mais on ne va pas plus loin pour l'instant. Et alors, j'en reviens à la question donc, de Serge Consolino qui a été posée dans la conversation. Donc, n'hésitez pas, hein, les autres, à lever la main ou à poser votre question dans la conversation. C'est en fait que là, on parle en nombre de particules et évidemment, la question qui brûle les lèvres, c'est la santé. Est-ce que le sujet est suffisamment mature pour avoir des éléments là-dessus? Ben alors, la santé, je l'ai dit en introduction, il est avéré que des particules ultra fines nous posent problème à la santé parce que cardiovasculaire, quoi. Ça pénètre dans le sang et ça peut. Après, il n'est pas dit pour l'instant, voilà, à partir de quel seuil. On attend tout cet Ni éclairage la pour. composition finalement de ces particules, Alors, ni... après, la composition des particules, elle est diverse et variée, et avec les matériels que l'on déploie, nous n'apportons pas un éclairage, sur ces sur la matière, hein, de ces particules. Là, le sujet, c'est d'apporter un éclairage sur un nombre de particules de diamètre très petit, quelle que soit leur nature. Après, il existe des matériels, hein, qui sont plutôt de l'ordre de la recherche, hein, des ACSM, par exemple, qui, non content que de compter la particule, donnent de l'information sur leur composition, hein, de la azoté, sulfate et autres, plein de trucs. Bon, c'est pas de ça dont il s'agit. Là, nous, pour l'instant, on est venu apporter un éclairage sur un nombre de particules de diamètre très petit, qui vient compléter les observations que nous faisons sur des gaz, benzène, toluène, xylène, sur des PM10, des PM2,5, les métaux qu'on y retrouve à l'intérieur, des HAP. Bon, ça vient compléter. Mais comme toute chose, ça complète, ça boucle pas le sujet, quoi. Il reste toujours des sujets d'interrogation et de questionnement. Bien sûr. Alors, je dis quand même la question de Sergio, hein, qui était encore plus précise, c'est quelle est la santé du personnel des entreprises qui émettent des puffs? Ah, oula, mais ça, on n'y répond pas. Et après, je vous parle. Alors, je vous dirai aussi qu'attention, les particules ultra fines dont je vous parle, et si on reste sur le monde industriel, elles sont majoritairement issues de la combustion, et donc issues des cheminées.
Et les personnels qui travaillent dans les usines, ils sont pas dans la cheminée, quoi. Ils sont au pied de la cheminée, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça leur tombe pas dessus. Donc, je n'ai aucune information sur les niveaux de particules ultra fines qui concernent les travailleurs de telle et telle usine. Moi, j'ai des informations sur là où les gens vivent à Port-Saint-Louis. Et après 2 ans, les niveaux sont relativement faibles, et il faut l'entendre, hein. Moi, je ne savais pas avant qu'on engage des mesures. Pour l'instant, des 5, 6, 7 lieux que l'on a vus, Port Saint-Louis par exemple, alors que c'était un lieu où il y avait un questionnement légitime, apparaît comme ayant des niveaux de pointe comme chroniques relativement faibles au regard des autres. OK, merci. Donc là, on a 3 questions. Donc d'abord Marc Bayard, ensuite Jean-Luc Lassalle et enfin Marion René. René Marion, pardon. Marc Bayard. Oui, bonjour, donc Marc Bayard, donc je suis membre du comité de pilotage Réponse là, dans le collège Industrie. Euh, oui, donc tous les chiffres qui sont présentés sont évidemment très intéressants. Une des préoccupations des industriels, c'est de comprendre ce qu'ils émettent de façon à pouvoir agir. Alors, Sébastien, bah, tu peux me corriger si j'ai mal compris, mais j'ai compris qu'aujourd'hui, on ne sait pas parfaitement identifier, lorsqu'on compte le nombre de particules, si elles proviennent de la nature, du trafic, de l'industrie, du chauffage, mais c'est un peu par recoupement, donc en fonction du sens du vent, de l'endroit où on reçoit, etc., où on voit bien que pour le trafic routier, il y a les heures de pointe du matin et du soir, mais on n'a pas d'autres moyens de comprendre la source quand on fait une mesure, savoir quelle est l'importance d'une source par rapport à une autre. Euh, voilà, ça Oui. c'est la première partie de ma question. J'ai une deuxième partie. Regarde, la toute première, c'est qu'effectivement, pour ce qui concerne l'étang de Berre, hein, puisqu'on est mobilisé là-dessus, effectivement, sur les 4 lieux où je surveille les particules ultra fines, j'y ai aussi de la surveillance de SO2, qui est un bon traceur d'activité industrielle. J'ai aussi du benzène, c'est bon, j'ai des autres mesures qui me permettent d'ouvrir les yeux, et j'ai ce que tu as dit, surtout des informations de direction de vent. Et du coup, je peux raisonnablement, quand je vois apparaître une élévation de niveau à port de boucle en rapport avec le vent, pouvoir dire que c'est plutôt la plateforme de la Vera qui en est à l'origine ou pas du tout. Et c'est ce qui m'a permis à Foss justement que de dire il y a élévation autour des 100 000, 200 000, 400 000 particules, mais ce n'est pas du tout en lien avec les rejets des zones, des industries du secteur, puisque le vent est depuis 2 jours complètement à l'opposé. Donc c'est voilà, le recoupement, c'est avec d'autres molécules et des directions de vent. Ok. Alors, effectivement, bon, savoir que l'origine, c'est une des plateformes. Après, sur une plateforme, il y a plusieurs cheminées, il y a plusieurs types de combustion. Donc, ça peut être encore du combustible liquide ou du combustible gazeux. Et puis, il y a des technologies de brûleurs et des conditions de combustion qui peuvent être différentes. Et là, moi, on a très peu de connaissances sur quelle technologie risque de produire plus de particules fines, quelles sont les plus efficaces pour limiter leur émission, en fait. Mm. Je ne sais pas si l'ENERIS aussi peut avoir des pistes là-dessus. Par exemple, il est admis de dire que lorsqu'on on a converti énormément de combustion de fioul liquide, fioul lourd à gazeux, alors ça a un effet bénéfique sur un certain nombre d'émissions, donc à commencer par le CO2, mais aussi les poussières en général. Mais est-ce qu'au niveau des particules ultra fines, il y a un effet bénéfique ou au contraire défavorable parce qu'on brûle du gaz? Enfin, on ne sait pas. C'est très dur de répondre, enfin, comme ça, effectivement, le sujet est d'ampleur. Enfin, comme l'a très bien montré, Sébastien ici, la 1re mission, en fait, de ce réseau de surveillance de concentration en nombre, la première alerte, en fait, c'est sur la toxicologie, en fait. Simplement se rendre compte des concentrations pour lesquelles, la population est exposée. Et c'est vrai que la recherche de sources, c'est évidemment un sujet, mais qui demande beaucoup plus de travail et qui est une mesure, en fait, enfin une donnée, on va dire, indirecte, qui est issue d'un croisement de beaucoup de données. Et clairement, alors les fuels ou les combustibles utilisés ont forcément une influence. De la même façon, il peut avoir une influence sur les sources primaires, un effet néfaste sur les sources secondaires ou l'inverse. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs dans ces sources-là.
De la même façon que vous avez des sources diffuses aussi sur les industries, qui peuvent représenter, une concentration, qui ne sont pas forcément émises à la cheminée. Dans tous les cas, alors je suis pas spécialiste des vérifications aux émissions, mais il y a beaucoup de contrôles aussi de la part, de beaucoup d'organismes aux émissions. Enfin, ils doivent respecter beaucoup de normes, les industriels, là-dessus. À ma connaissance, je ne crois pas que le nombre aujourd'hui de particules soit dans les vérifications. Non. Non. Voilà. Heu, D'autant plus, c'est encore plus dur puisqu'il y a pas d'inventaire d'émissions pour pouvoir remonter à la source directement. Mmh. Mmh. Donc c'est un travail un petit peu d'enquête en fait, hein, de croisement de données qui est beaucoup plus fastidieux qu'une simple observation, pour lequel le réseau était fait encore une fois pour pouvoir procurer des données aux toxicologues, créer des cohortes et revenir justement à la question qui a été, demandée au début, quels sont les effets réels? Même si on sait que de façon chronique, ces particules-là en ont. Simplement après avoir le recul nécessaire à générer de la donnée et avoir de l'ampleur un petit peu là-dessus, bah, ça prend du temps et c'est un travail qui «commence» entre guillemets en France et en Europe, en fait. Puisque pour rappel, bah, dans la directive qualité de l'air, c'est pas une donnée non plus qui était demandée, qui va certainement arriver dans la prochaine version de la directive qualité de l'air, quoi. OK. Merci bien. Merci monsieur Eustache. Je vais passer maintenant la parole à Jean-Luc Lassalle. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien pour ta présentation. Compléter la question de Monsieur Bayard, est-ce qu'il est possible sur ces particules ultra fines, comme vous le faites là pour les PM2,5 et PM10, de faire du qualitatif et du coup voir la composition, ce qui pourrait répondre effectivement à la question de ce qu'il y a dedans, et effectivement de savoir quelles sont les principales sources. Et du coup, en corollaire, donc par rapport pour répondre à la question de Monsieur Bayard sur les sources industrielles, par exemple, et puis également je me faisais une remarque par rapport à ce que disait Gwen tout à l'heure, et une autre différence qui existe entre la station un peu, on va dire, témoin, qui est à côté de Manosque, et celle, que ce soit autour de l'étang de Berre, Marseille ou Nice, c'est que toutes les autres stations sont près du littoral. Et est-ce qu'on a une idée de la part, comme tu le disais au tout début, il y a une part qui vient de la mer. Est-ce qu'on sait quelle part justement de ce niveau de fond impacte sur les stations? Et une autre question, Gwen faisait la remarque effectivement tout à l'heure qu'il y a une grande partie des stations qui sont autour des temps de Berre pour mesurer l'impact de l'industrie. Est-ce que, dans un deuxième temps, vous allez étudier aussi d'autres territoires un peu spécifiques, comme par exemple l'impact, des zones agricoles? Ouais, alors Jean-Luc, du coup, pour regarder à l'intérieur de ces particules ultra fines, leur composition chimique, on ne peut pas faire comme on le fait sur les PM10, PM2,5, prélever sur filtre, données analysées. Non, on n'aura jamais assez de matière là-dedans. Il faudrait rester, je ne sais pas combien de jours pour avoir suffisamment de matière pour l'analyser. Et donc, il existe d'autres matériels, comme je te parlais, des ACSM. Alors, il y en a un à Marseille-Longchamp que nous avons, et puis il y a nos collègues de l'Institut Custayen qui en ont un à Fos-sur-Mer. Mais ce sont des matériels, alors très onéreux, mais qui nécessitent aussi beaucoup du personnel derrière, quoi, des unités d'œuvre, quoi. C'est pas simple à mettre en œuvre et donc c'est pas simple d'en tirer des leçons non plus. Mais il y a des dispositifs qui sont en capacité à ouvrir les yeux sur la composition chimique de ces particules. C'est pas ce que nous avons déployé là. Et donc entre Marseille et Fos, entre l'Institut et nous, ouais, il faudra à un moment donné, effectivement, qu'on s'arrête pour regarder si on voit de grandes différences entre ces deux lieux sur leur composition et tout un tas de trucs. Mais c'est pas demain quoi, que ça va se faire. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on vient renseigner voilà, un nombre de particules sans se C'est déjà préoccuper ça, oui. forcément, ouais, ce qui est déjà un sujet. En proximité de mer, tu as raison, nous, notre région, en grande partie, est en proximité de mer. Donc, du coup, les mesures que l'on fait, où qu'elles soient, étant de Berre comme Nice, Marseille, bon, elles sont entachées ou ont aussi ce que la mer apporte, la mer et plein d'autres choses, et des choses qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée éventuellement. Alors regarde, les matériels comme l'on a, d'autres réseaux en France s'en sont dotés aussi. Et d'autres réseaux en France sont des fois plus loin de la mer. Donc on verra à un moment donné si les résultats obtenus ici et là sont fort différents des nôtres. Il y aura une analyse. Alors, je ne sais pas, Aurélien, je ne sais pas, au niveau national, il y a quelqu'un qui est mobilisé pour traiter les données à l'échelle nationale sur ces sujets? Des ACSM? Non, des PUF, les notes, les CPC là, et tout ça. Là. Est-ce Ah bah, que, toutes les données sont remontées dans Géodère et effectivement après, bah, il y aura, de la même façon que les autres données d'entrée,
Tout le traitement de géodaire, enfin la publication des données sur ce site-là, mais après faire un traitement spécifique, on va dire, ou régional, je ne sais pas si c'est ça ta question, Ouais, pour, quoi, national, plus national pour national? voir s'ils sortaient des sujets régionaux ou littoraux, quoi, bord de mer, le Oui, bord de mer. après oui, techniquement, on a déjà fait un premier rapport justement, il y a, 1 an et demi, 2 ans sur les niveaux qu'on pouvait retrouver avant vraiment un déploiement massif sur le territoire, les niveaux qu'on pouvait retrouver en Europe, et en France en particulier, D'accord. liés à vos données après en Europe. Après effectivement, c'est un exercice qui sera reconduit, oui. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais Ouais. bien sûr. Bon, on aura des infos, Jean-Luc. Logiquement, on devrait avoir des infos, parce que le but du jeu, c'était de documenter nos territoires, chacun isolément, mais aussi de faire remonter ces données pour qu'une vision plus nationale se fasse, et européenne même quasiment. Après, est-ce qu'on documentera d'autres lieux du type proche d'agriculture, hein, tout ça? Possible, mais c'est vrai que pour l'instant, nous, dans notre région sud, entre les différentes nuances de l'étang de Berre, Berre n'est pas comme Fos, n'est pas comme si nos villes, Marseille, Nice, Cannes, Toulon, le port, les ports, quoi, on a plein de terrains d'investigation devant nous. Le sujet de proximité des terres agricoles, c'est pas retenu dans nos priorités, mais ça pourra l'être, hein, ça pourrait l'être. Les premières années, je pense qu'on va quand même veiller à maintenir sur place plusieurs années durant des matériels pour quand même avoir les idées claires sur les lieux que l'on quitterait éventuellement au bout de quelques temps. Mais je reste à l'écoute, hein, et tu nous le relanceras à maintes occasions. Si on ne documentait pas un lieu d'intérêt pour vous, on est à l'écoute des zones d'intérêt. Ouais. Merci. René, une question et après, je pense qu'il nous restera de quoi prendre une autre question. Si vous avez envie, ne vous privez pas. René? C'est pas spécialement pour les questions. Ah, René, on a un gros écho. Ah oui. Alors, attends. Et là, on t'entend plus. Et là, Ouais, on va faire avec. Mais je crois qu'il y a un écho toujours. sur mon téléphone, j'ai pas de PC portable. Mon commentaire rejoint un petit peu celui de Marc Bayard concernant l'origine des particules. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hein. Non, pas très bien. Tu étais sur l'origine des particules, c'est ça? Tu pourrais relire le mail que je t'ai envoyé il y a deux jours concernant les particules fines du catalyseur méthode du RCC. C'est tout résumé dans ce mail. Alors, attends, c'était par rapport à Allo Industrie ou par rapport... C'est ça? Ce sont les rejets. En général, on regarde ce qui est issu des combustions, qui sort des cheminées. Mais il y a d'autres particules fines. Exemple, je parle de ce que je connais, Alavera, et Marc Vaillard connaît très bien, puisqu'il a été responsable de cette installation. Ce sont les rejets des fils de catalyseur par tonne à l'atmosphère. Quand j'étais en activité, c'était par tonne qui emportait l'atmosphère. Il y en avait de partout. J'habitais l'Avera, j'ai dû quitter l'Avera à cause des problèmes de pollution et qui posent des problèmes de santé sur les voies respiratoires. Ma femme a dû être suivie et opérée plusieurs fois pour les problèmes respiratoires. Et je suis allé le plus au nord possible, compatible avec mon travail, c'est-à-dire à Istres Nord. Comme le vent est dominant bien du nord, et depuis, ça va beaucoup mieux. Et je sais que plusieurs personnes que je connais ont eu des problèmes respiratoires aussi à cause de ces films de particules. Donc, est-ce que ce genre de particules sont aussi suivies par un nouveau sujet? Alors, je vais répondre, je vais essayer Marc. de reprendre, mais parce qu'on ne t'entendait pas très bien, René, on a retrouvé ton mail, effectivement. Moi, je ne l'avais pas eu celui-là, mais c'est de ma faute. Tu disais que parmi les particules fines, il n'y a pas que les particules issues de combustion, il y a aussi les particules ultra fines que l'on appelle fines dans le langage pétrolier, issues des rejets de catalyseurs. Exemple, le FCC à la Vera. C'est après ce que tu expliquais que tu as dû déménager le plus loin possible parce que ces particules t'ont entraîné avec, à toi et à ta femme des problèmes respiratoires.
Donc, vraiment les films BFCC, quoi. Ouais. Donc, et ta question, du coup, c'est par rapport à Sébastien, est-ce que vous avez une vision sur ces particules particulières? Et peut-être Marc aura besoin de compléter. Alors, en fait, nous, quand on mesure des PM10 ou des PM2,5 ou des PM1 et là maintenant des particules ultra fines, c'est toute origine confondue, justement. C'est-à-dire que quand on fait des mesures à port de boucle, quand je mesure 10 000 particules ultra fines, c'est toutes sources confondues, bateau, voiture, industrie, catalyseur, pas catalyseur et tout ça. Donc, nous, on appréhende dans nos mesures l'intégralité de ce qui provient, même du volcan de je ne sais où, d'Islande, qui enverrait des particules ici. Et donc, catalyseur compris. Après, monsieur, je dirais juste, et c'est la toute première slide que j'ai mise, c'est que les particules ultra fines dont on parle ne se voient pas, ne se touchent pas. Quoi, je veux dire, il n'y a pas de dépôt sur les fenêtres, il n'y a pas de visuel dans l'air et tout ça, c'est des nanomètres, on ne voit rien. Alors que qu'elles soient aussi au moment où il y a un panache visible, qu'il y en ait aussi quand il y a un panache visible, oui, mais ce n'est pas ces particules ultra fines que l'on voit, que l'on touche. Mais donc, on mesure toute origine, toute source, d'où qu'elles viennent, catalyseur compris. Et Marc, des éléments peut-être d'information sur ces particules issues des catalyseurs? Oui, alors la nature à la base c'est de l'alumine, hein, c'est de la zéolite. En termes de granulométrie, je ne peux pas en dire plus que ce que Sébastien a dit, à part que je pense que c'est quand même c'est de la particule fine, mais pas ultra fine, hein. Je ne pense pas qu'on soit dans les nanos. Parce qu'effectivement, quand il y en a qui sont émises à la cheminée, ça se voit et ça se redépose. Dans les années 80, quand au début de l'installation, il y a eu effectivement, c'est peut-être à ça que René faisait allusion, beaucoup de problématiques de mise au point. Et puis, il y a des réglementations qui se sont durcies au fil du temps, avec des améliorations technologiques. Donc, on est passé donc on filtre les fumées, hein, et la technologie a évolué à la longueur des années, donc en passant maintenant par des électrofiltres et des spécifications à l'émission, parce qu'on mesure en fait, hein. L'industriel peut mesurer donc la teneur en poussière. Alors, je ne sais pas exactement en termes de granulométrie ce que c'est, mais ça doit être du total. Et alors, je ne sais plus quelle est la norme de mémoire. On était dans les 20 microgrammes par normomètre cube ou quelque chose comme ça. Et c'est surveillé, hein, donc ça fait partie des normes réglementaires donc, qui sont régulièrement surveillées par la DREAL. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des incidents et des émissions sporadiques, mais en chronique, voilà, c'est à des niveaux qui sont réglementés. Alors, je vais me permettre aussi de faire un petit complément, parce que pour le coup, j'ai fait un doctorat sur les éolites et les catalyseurs, mais c'est qu'en fait, on caractérise un catalyseur par la taille notamment les éolites, par la taille des trous à l'intérieur. Donc, ce n'est pas la taille des particules, c'est la taille des cavités. Donc voilà, c'est juste une petite alerte, il ne faut pas faire de confusion là quand on parle de taille, du coup. Voilà. Du coup, je peux compléter, Gunaël? Vas-y. En fait, la particule, elle a quand même une taille, hein, extérieure, elle a un diamètre. Mais effectivement, la caractéristique d'un catalyseur, c'est la surface de contact qu'elle offre. Et donc, elle est pleine de cavités, micro-cavités. Et donc, elle peut avoir une surface de contact énorme par rapport à sa taille extérieure. Voilà. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas faire de confusion, effectivement. C'est ça, oui. C'est ça. Voilà, il n'y a plus de questions. On arrive à 14h25. Pétard. Non, mais là, on est vraiment très bon, hein. Bravo, Sébastien. Merci, un grand merci, parce que c'est toujours très clair tes propos et très nuancé. Donc, merci à toi. Alors, Aurélien a dû partir, mais merci aussi à lui parce qu'il a été mis à contribution. C'était pas forcément prévu, mais c'était bienvenu qu'il soit là. Et puis, merci à vous tous de participer à ce webinaire. Nous étions 26 au maximum, je crois. Ce qu'on voit, c'est que c'est un sujet en plein développement, qu'il y a encore beaucoup de champs d'investigation et qu'il y a du travail à venir pour tous là-dessus. Shirley vous a mis dans les chats le questionnaire, et c'est toujours très utile pour nous d'avoir vos retours par rapport à ce questionnaire, et notamment si vous avez des propositions de sujets, on est à votre disposition pour voir si on peut les mettre en place.
Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci encore Sébastien. Merci. Merci.